Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de votre émission. Oui, le Grand Soir spécial, ça se discute, qui démarre avec nos invités qui sont sur place. D'abord, nous savons que vous avez passé de très moments de fête de Pâques, oui, un long week-end qui vous a permis, en tout cas, d'être en famille, de rompre avec le jeûne, de vivre la résurrection du Christ et d'opter pour une nouvelle vie, en tout cas. Ainsi va le monde, une nouvelle vie, une nouvelle option que nous prenons désormais, le partage, la communion, le travail. Julio Tometti, bonsoir. Oui, bonsoir. Si bien, nous allons continuer par nous souhaiter joyeuses fêtes de Pâques, et c'est ce que je souhaite à toute la communauté chrétienne. Et je n'oublie pas non plus nos frères musulmans qui sont en période aussi en période de jeûne actuellement, à qui je souhaite dans la ferveur, dans la foi et l'accomplissement. Très bien. Julio Tometti, je rappelle que vous êtes juriste, analyste politique. Merci d'être au rendez-vous. Avec lui ce soir, nous avons Francis Eloge à Tadé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, M. Tadé. Oh, mais c'est toujours un plaisir d'être avec vous pour finir sur les questions qui touchent à la vie nationale. Et puis à la suite de Julio, je crois que je me fais le devoir et le plaisir de souhaiter bonne fête de Pâques, évidemment, à nos citoyens. Il n'y a pas que la communauté chrétienne, c'est devenu une fête nationale et même internationale. Donc on se réjouit que ce soit la résurrection. Qu'on soit croyant ou non, on sait quand même qu'un événement d'une grande importance a pu se produire. L'essentiel, c'est la foi de chacun. Nous sommes heureusement un État laïque et chacun exprime sa foi dans la crainte de ses idées pour que dans les espaces publics, nous puissions respecter la foi des uns et des autres. C'est cela que, lorsque Tometti dit que les musulmans, ce n'est que justice. Moi, je suis à la fois chrétien et musulman parce qu'il y a des frères du Nord, des sœurs du Nord, et je suis aussi du Sud, donc je fais le pont entre le Nord et le Sud. C'est merveilleux. Merci donc à vous. Je rappelle que vous êtes expert en communication, expert sur les questions électorales, expert en communication et puis analyste politique. Merci de partager ce plateau avec nous. L'actualité, nous allons en parler, décortiquer, analyser, et une fois encore, vous le savez, depuis quelques jours, sinon en novembre 2022, le président de la République en Conseil des ministres a décidé de la création d'une cour spéciale chargée de gérer désormais les affaires foncières au Bénin, quelques semaines après, la semaine dernière d'ailleurs. Donc, cette cour a été officiellement installée avec tous ses membres pour le travail. C'était une cérémonie sous la conduite du président de la Cour suprême et du ministre Garde des Sceaux, du ministre de la Justice. C'est bien le menu, l'un des sujets que nous allons aborder ce soir. Une cour spéciale chargée de gérer les affaires au Bénin, une solution aux problèmes financiers, c'est là la grande interrogation qu'on se pose aujourd'hui. M. Francis Eloge à Tadé, une cour spéciale pour gérer les affaires domaniales au Bénin, c'est ce qu'il fallait créer, ce qui est venu à bon point. Vous savez bien que nous vivons un problème depuis un moment, et nous sommes dans la mafia foncière au Bénin, et c'est inquiétant. Et je crois que les gouvernants ont cherché par quel bout il faut prendre pour pouvoir trouver une solution définitive à ce fléau en fait, qui fait beaucoup de victimes. La plupart des juridictions ont en fait des tas de dossiers concernant les questions liées aux problèmes fonciers. Vous savez évidemment que même des maires ont été interpellés, ont passé des séjours. Bon, il y en a même qui ont dû s'évader, qui sont partis, qui sont quelque part, je crois, hors de frontières. Non, écoutez, c'est une question importante. Je crois que le gouvernement a le souci de faire en sorte que nous puissions sécuriser le foncier au Bénin. Mais au-delà, écoutez, j'ai le sentiment que nous faisons du saupoudrage. Parce qu'en fait, il faut aller à des solutions pérennes. Nous devons engager une réforme majeure pour sécuriser le foncier, en fait une réforme profonde, une réforme, j'allais dire même uniforme, égalitaire, et puis à la limite, il faut que ce soit une réforme pérenne pour que le foncier soit sécurisé durablement. Nous sommes à l'ère de la numérisation et de la dématérialisation, et nous pourrons être un pionnier dans le monde. L'État béninois peut engager une réforme dans ce sens pour que nous puissions avoir des cartes à puce foncières.
Vous savez évidemment qu'on peut avoir le patrimoine sur une catapuce. Ça règle le problème, parce que en créant une cour, c'est vrai que c'est comme une épée de Damoclès. La cour est là pour réprimer. Donc, il n'y a pas que la répression. Déjà, en amont... Là où nous sommes aujourd'hui, il y a d'énormes problèmes dans le foncier au Bénin. Vous allez dans les tribunaux, à Calavi par exemple, réputé comme une zone, véritablement toute la commune de Calavi, Toribocito, dans les grandes villes, il y a des problèmes, même les domaines administratifs sont bradés. Alors, il faut régler. Nous voyons aujourd'hui que dans la commune d'Abomey-Calavi, des plaques bleues sont installées dans des maisons. Est-ce que la Cour n'a pas été créée d'abord pour gérer ces problèmes? Oui, il y a trop de dossiers. Oui, il y a trop de dossiers à évacuer. Vous savez qu'il n'y a pas Calavi, il n'y a pas Canada. Il y a Saint-Podi, il y a Porto-Novo. Cotonou. Il y a Cotonou. Vous savez évidemment que en fait, le Grand Nokoué est concerné. Le Grand Nokoué, en fait. Et je crois que le gouvernement, en créant la Cour spéciale, veut régler ce problème parce qu'on a dit même que le nouveau président, en fait, le Victor, en fait, Victor Dosso. Non, Fatiné. Fatiné, oui, président de la Cour. Oui, c'est un magistrat qui a beaucoup d'expérience en la matière. Sauf qu'en fait, les juges ne sont pas spécialistes de la question foncière. Ceux qui sont spécialistes, ils sont là. Vous avez évidemment les notaires, vous avez les huissiers, il y a des spécialistes de la question foncière. Bon, donc, au-delà de ça, je dis que c'est une solution, c'est un pas. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers liés au foncier. Certainement que cette cour va évacuer un certain nombre de dossiers, mais il n'y a que cette cour a forcément des limites parce que la question est plus profonde que la cour. La cour vient simplement pour réprimer, en fait, les infractions foncières. Or, la répression, en fait, elle est dissuasive. C'est pour empêcher que les gens... Mais le problème même est là. Quelle réforme le Bénin compte engager pour inscrire notre pays dans la durée, en fait, dans le règlement, j'allais dire, du foncier, dans la sécurisation du foncier. Parce que, ben, écoutez, vous avez cotisé pendant un certain nombre d'années, vous avez réalisé votre parcelle, et puis quelques temps après, on vous dit que non, que ce n'est pas vous qui êtes le propriétaire. Vous avez peut-être dirigé un bâtiment dessus, on vous dit non, mais enlevez votre bâtiment et puis laissez-nous le foncier, et non bâti. Non, il n'y a qu'un problème qui se pose, qui oblige à aller à une réforme. Surtout que nous sommes à l'ère de la dématérialisation. Je crois qu'à l'échelle mondiale, le Bénin aurait gagné, par exemple, en engageant une réforme profonde en la matière pour permettre de sécuriser le foncier. Parce qu'en fait, une cour spéciale dédiée aux questions foncières est là pour réprimer. Et même le nouveau président, on a dit qu'il n'aura même pas le temps de s'acclimater parce qu'il y a tellement de dossiers à évacuer qu'il va... Il va mettre le cap sur ce dossier, il va définir la boussole, il va s'entendre avec son équipe pour la conduite efficiente des dossiers, pour vider ces dossiers. Mais cette fois-ci, il y a le président de la Cour suprême, en fait, il y a aussi le PG, le procureur général près de la Cour suprême, qui a tenu ce nombre de propos, de conseils pour aider le nouveau président dans ses charges. Il y a le ministre de la Justice qui a dit que c'est une cour qui vient pour régler la question de la mafia foncière. Non, mais écoutez, au-delà de tout ça, il n'y a que en amont, qu'est-ce que nous faisons et en aval, qu'est-ce que nous faisons. Moi, j'aurais aimé que notre gouvernement aille au-delà parce que le Bénin a le mérite d'innover, de créer. Parce que il semble que le legs colonial pèse encore lourdement dans nos mentalités, puisque en fait, le foncier est toujours régi. Le code est toujours régi, c'est par des lois qui sont un peu calquées sur le modèle français. Il faut que nous puissions nous-mêmes inventer d'autres modèles pour sécuriser le foncier, pour que les Béninois, dans la durée, puissent se sentir à l'aise. Donc, il faut donc une réforme foncière qui est égalitaire, profonde, durable, pérenne, mais uniforme sur l'ensemble du territoire. Surtout que le chef de l'État, vous savez que, regardez, à l'ANIP, aujourd'hui, on peut se rassurer que avec votre CIP ou bien avec votre carte biométrique, on peut vous localiser encore que vous savez que lui-même il a été victime d'un vol de souche. Enfin, ça se quelque part. Donc, allons par rapport au point qui se pose. D'accord. Trouvons des solutions. Je crois que là, c'est la solution directe, c'est que vous proposez. Mais nous allons d'entrée de jeu évaluer, voir un peu l'immensité de la tâche qui attend cette cour, cette cour spéciale des affaires chargée de gérer les affaires foncières au Bénin, Julio Tometti. Eh bien, le président Fatinde a véritablement du pain sur la planche.
Vous pensez quoi? Oui, il y a lieu de se demander quelle est la raison d'être de la Cour. Et il y a beaucoup d'arguments ou beaucoup d'éléments qui sous-tendent en fait la pertinence. Et je veux dire en même temps qu'au-delà même de la Cour, il y a beaucoup d'éléments sous-jacents en fait qui soutiennent cela pour que peut-être à la longue nous puissions arriver peut-être à une forte résolution des problèmes en matière foncière. Quand je dis qu'il y a deux éléments qui soutiennent la création de la Cour, c'est d'abord à travers les réformes législatives que nous avons ces dernières années, depuis 2013, qui a été modifié en 2018 parce qu'il s'était avéré, par exemple, je le dis comme ça, c'est avéré par exemple que l'un des problèmes majeurs, c'est la non-identification du foncier ou bien des parcelles. C'est-à-dire, on n'est pas arrivé, contrairement, peut-être on dit, c'est seulement Cotonou, qui est la vitrine du Bénin, qui semble être, selon les chiffres, à 65% d'une certaine façon identifié. C'est-à-dire quoi? Nous avons dans certaines localités, par exemple, à près de 5% de parcelles à qui on peut conférer une identité. Alors que les transactions immobilières se font tous les jours. Comment vous pouvez acheter en fait quelque chose qui n'a pas d'identité, qui n'a pas de nom? Donc en fait, les gens disent d'une certaine façon que c'est d'abord de la responsabilité première de l'État qui n'a pas su faire les travaux d'urbanisation, qui n'a pas su, en fait, quand je parle de l'État, c'est notamment de l'exécutif dans ses projections. Je ne parle pas de maintenant, je ne parle pas de 10 ans avant, je ne parle même pas de 20 ans avant, je parle peut-être d'une cinquantaine d'années en avance. C'est-à-dire quoi? On attend généralement que les populations s'installent, que l'on commence les transactions, l'on commence ce qu'on appelle le business foncier. Et quand tout est gâté, l'État vient pour dire, voilà, on veut faire état des lieux, on veut faire lotissement. Et à partir du moment où on commence, d'autres velléités naissent et on est obligé de laisser. Il y a plusieurs localités dans le Bénin, presque tout le Bénin, à un moment donné, on nous dit qu'on va faire le lotissement, mais on est obligé d'arrêter parce qu'il y a tellement de problèmes, il y a tellement d'instances, de ces instances au niveau des tribunaux et qu'on ne peut véritablement pas évoluer. Et parlant de la réforme, ou notamment de cette cour spéciale, je disais, quel est le pourquoi, nous reprochons généralement à l'appareil judiciaire sa lenteur. Sa lenteur parce vous le savez sans doute, il y a des dossiers qui sont présents devant la justice depuis plus de 15 ans. Il y en a d'autres plus de 20 ans. Et vous êtes des fois fatigué, vous êtes amené parce que en fait, le juge ou bien les différents juges qui viennent n'arrivent pas à trouver le bout du tunnel parce que c'est beaucoup plus des preuves verbales, testimoniales, il n'y a pas de documents, il n'y a pas de fichiers, vous n'avez presque rien à afficher. Vous êtes obligé peut-être d'interroger, d'accord, mais d'auditionner peut-être toute une collectivité, d'accord, d'une centaine de personnes pour savoir jauger qui a raison ou quoi, ou bien comment l'orienter. De sorte qu'aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, cette cour n'est pas créée ex nihilo d'une certaine façon. Il y a en fait que ça a été accompagné d'un élément extrêmement important. Vous le constaterez. La fonction publique aujourd'hui, depuis environ 5 ans, il y a 2 secteurs pour lesquels il y a eu beaucoup de recrutement. C'est le secteur sécuritaire, c'est-à-dire vous parlez de la police. Oui. Et à part ça, il y a un peu la santé, mais il y a en fait vraisemblablement le secteur de la justice. C'est-à-dire depuis 5 ans, tous les 2 ans, d'accord, on a presque un concours pour recruter 100 auditeurs de justice. Et l'objectif, c'est d'amener, en fait, comme en fait dans beaucoup de secteurs, M. Attad le disait tantôt, c'est d'arriver à les spécialiser. D'accord, que nous ayons des magistrats spécialisés, comme nous avons par exemple des avocats spécialisés dans tel ou tel domaine, que nous ayons des magistrats spécialisés. Et je pense que ce travail est en train d'être fait, qui va accompagner à la longue, en fait, cette cour qui nous permettra d'une certaine manière de régler, tant soit peu les questions de droit réel immobilier, que les questions d'expropriation, telles que l'a défini, en fait, la loi portant révision ou bien modification de l'organisation judiciaire en plus du Bénin. Donc, il y a un élément, aussi, il faut le dire, du côté administratif, beaucoup de choses sont en train d'être faites. Je parlais en fait du code foncier de 2013 modifié en 2018. Il y a par exemple une réforme en cours pour circonscrire le mal, il faut arriver peut-être à mettre un thème, non pas à mettre un thème, mais ralentir quelque peu les transactions immobilières qui ne sont pas fondées sur des actes de présomption de propriété réelle. Il est dit par exemple que à partir, les gens l'ont vilipendé peut-être à tort ou à raison, oui, à partir de mai, à partir de d'août, si rien n'est changé jusque-là, ça veut dire qu'à partir de mai, vous ne pouvez pas
vendre ni acheter une terre qui n'a pas de titre foncier. C'est vrai, il y a un aménagement, mais c'est-à-dire que si vous voulez faire une transaction immobilière, vous attendez de faire toutes les formalités de confirmation de droit de propriété dont l'aboutissement est le titre foncier. Ça veut dire quoi? Parce que l'autre chose, vous savez, il y a les conflits naissent, grandissent, à cause notamment, au-delà peut-être des questions d'ordre trivial et autres, il y a les questions de transaction. Une parcelle sur lesquelles il y a déjà problème, ou un domaine sur lequel il y a déjà domaine, et vous impliquez peut-être une vingtaine de personnes parce que vous aviez morcelé un temps, vous avez vendu à une vingtaine de personnes. Toutes ces personnes-là sont désormais impliquées dans ce procès. Ces personnes-là auraient revendu peut-être à leur tour. Vous voyez un peu combien en fait les tribunaux peuvent avoir du mal à s'en sortir lorsqu'ils ont à gérer de ce genre de conflit. Donc, je pense que l'un mis dans l'autre, nous sommes en train peut-être de trouver le bon bout pour arriver aux solutions pérennes dont parlait M. Attali tout à l'heure. Donc, l'organisation judiciaire, l'organisation administrative conduite aujourd'hui par la NDF et ce que les tests sont prévus pour circonscrire quelque peu le mal. Très bien. Oui, l'autre question que beaucoup se posent, Julieux, Francis Attali, c'est de savoir, écoutez, mais avec tout ce qu'il y a comme problème aujourd'hui, affaires domaniales dans les grandes communes, sur l'ensemble même du pays, mais quand on observe ce qui se passe à Calavi aujourd'hui, où des plaques bleues sont installées dans des maisons, dans des concessions, et à côté des immeubles, on se demande, est-ce que la cour de PJ Fatindi installée aujourd'hui pourrait venir à bout de ces problèmes? Comment pourra-t-elle gérer ces problèmes? Que fera l'ANDF pour régler tous ces problèmes? En combien de temps? Ce sont là des questions que beaucoup se posent aujourd'hui. Je crois que l'ANDF vient à contribution, mais il faut avouer que le véritable problème, c'est qu'il y a trop de dossiers. Il y a trop de dossiers. Il y a une occupation illégale, évidemment, des propriétés de l'État, des domaines de l'État. Ça, vous savez évidemment que quand on prend les communes du Grand Okoué, le problème est plus criant. Je ne dis pas criard. Il y a une nuance entre criant et criard. Criard, c'est qui fait du bruit, mais criant, ça veut dire c'est prononcé, elle est béate. Donc c'est un problème profond. Et je crois que la Cour fera du mieux qu'elle peut, mais j'ai trouvé évidemment que pour que nous puissions nous inscrire dans la durée, il faut qu'on engage des réformes sérieuses et profondes. La réforme, vous êtes toujours dans la perspective des solutions, M. Oui, parce que j'aimerais qu'on reste dans le schéma d'étudier ce qui est. Ce que la Cour a à faire. L'immensité de la tâche, les difficultés qu'il y a, comment est-ce que ça va se passer, puisqu'il y en a, après 50 ans, après avoir fini leur vie, ils sont à la retraite, mais on leur dit aujourd'hui, vous occupez un domaine qui n'est pas le vôtre, alors qu'il y a investi toute sa vie. Il y a des dossiers, en fait, qui datent de 1959. Donc, ce problème n'est pas un problème récent de 59. Donc, c'est vrai que l'État a fait des progrès. Et au point aujourd'hui que les transactions se font devant des agents qualifiés pour notamment les huissiers. Les huissiers jouent un grand rôle maintenant, et les notaires. Donc, je crois que c'est pour régler un peu ce problème. Mais la création de la Cour spéciale a, entre autres, pour mission essentielle d'évacuer les grands dossiers en instance. Mais ce dont vous parlez, l'identification des terres, les problèmes qui sont encore sous-jacents, tout ça, c'est difficile. Parce que jusqu'à l'heure où nous parlons, jusqu'à l'heure où nous émettons, des domaines administratifs recensés par l'État déjà, des collectivités vont encore jusqu'à installer des plats pour dire c'est à eux et c'est à vendre. Mais puisque il y a des mecs qui disent qu'ils ont à une démolition. Non, mais on ne peut pas aller à une démolition sans que la justice. Mais oui, si. Donc nous sommes dans un pays de droit et tout doit se faire dans la légalité. Cela suppose que la Cour qui est créée, qui est dédiée aux affaires foncières, elle-même, je dirais, les dossiers que moi j'ai vu, je connais un peu, j'ai échangé un peu avec les magistrats qui sont dans le secteur et qui eux-mêmes ont avoué qu'ils ne sont pas spécialistes des questions foncières. Il faut que l'État aille à la pro. Pas qu'ils sont spécialistes, il y a des spécialistes. Mais il y en a, mais ils sont combien pour les juges? On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de juges spécialistes. Non, pour les juges, il y en a combien? Monsieur le Président, vous êtes juriste, il y en a combien? En fait, la spécialisation à outrance, vous savez que dans les pays développés, il y a des juges qui sont spécialistes sur ces questions-là.
Nous avions formé des juges qui sont qualifiés de trancher, en fait, de juger des affaires, en général, de droit commun, des affaires liées au crime, à la criminalité, à la mafia, et puis bon, récemment, on a ajouté le terrorisme. Bon, écoutez, ce qui se passe, c'était la CRIET qui s'occupait de cette affaire foncière. La CRIET, vous avez vu, vous voyez le profil des juges qui interviennent. Maintenant, la CRIET aussi est dépassée parce que la CRIET ne peut plus continuer à fonctionner, à être plus opérationnelle que l'État souverain. La CRIET est dans l'exécutif, oui, mais cette cour spéciale... La CRIET est toujours pour la répression des infractions en matière foncière. Oui, mais cette cour spéciale cette cour spéciale n'est pas fondamentalement pour la répression des infractions en matière foncière. Ah non, il y a autre commission, il y a ça aussi. Cette cour, c'est d'abord pour les contentieux en matière de droit réel. Oui, d'accord, c'est-à-dire, vous et moi, nous discutons en fait la propriété d'un domaine. Oui. Cette cour est compétente pour les questions d'expropriation. D'accord. Cette cour, je pense que c'est les deux attributions fondamentale de la Cour. Il y a même que le ministre de la Justice, il y a même que sur les questions des actes administratifs, même sur les questions des actes administratifs impliquant le foncier, la Cour n'est pas compétente. C'est de la compétence du juge administratif de la Cour suprême. Donc, il y a que c'est presque une compétence. Je me suis dit de mon analyse qu'on a diversifié d'une certaine façon. C'est comme si, la CRIET se positionne comme la juridiction de répression. En fait, en matière foncière, c'est-à-dire quoi? Vous avez été objet de stéléonat, c'est-à-dire vous avez vendu une terre qui ne vous appartient pas, vous avez vendu. Donc là, il n'y a pas un contentieux au fond. D'accord? Mais les contentieux de droit réel, nous discutons peut-être de collectivités, de personnes, plusieurs personnes discutent la propriété, en fait, d'un domaine. C'est de la compétence de cette Cour. Et c'est en vérité pour ça que l'on dit aujourd'hui que nos tribunaux sont dépassés parce que en fait le flux de dossiers qu'ils ont, ce n'est pas les poursuites, d'accord, des infractions en matière foncière, mais c'est beaucoup plus les questions de droit foncier ou bien des questions de droit réel immobilier, c'est-à-dire que des parties discutent en fait la propriété de c'est ça en fait l'étendue. Sinon, si les questions de répression, je pense que ça va très vite parce qu'il n'y a pas, c'est-à-dire, on n'a pas trop de difficultés, d'accord, à relever très vite l'infraction à partir du moment où elle se commet. Si vous n'êtes pas capable de justifier de votre propriété, or vous l'avez vendue, le magistrat n'a pas besoin d'une certaine façon de faire une procédure sur une année avant en fait de vous retenir dans la ligne de la détention. Donc le problème pour moi, tel que des questions de l'attribution, c'est fondamentalement sur deux choses. La question de droit réel immobilier, c'est-à-dire entre particuliers, la question d'expropriation. Il y a un parquet qui, comme dans toutes les juridictions, est chargé notamment de porter en fait la voix de l'État. Ça veut dire que l'État aussi, parce que l'État devient en sorte partie prenante en fait des conflits domaniaux. Vous avez parlé des plaques bleues. Je me demande même si cette Cour véritablement pouvoir régler la question des plaques bleues. Si ce n'est pas de notre place. Parce que, comme vous le dites, c'est vrai, le problème est assez vraiment complexe. Vous allez dû constater l'effervescence avec laquelle on avait implanté cette plaque-là. Lorsqu'on est rentré dans le fond des dossiers même, les gens se sont rendus compte que vraiment il y a ici de la matière. Donc, ils ont dû reculer. Et sur certains domaines, les gens continuent à construire. Sur certains domaines où il y a les plaques bleues, les gens continuent à construire. Il y a des gens qui viennent mettre leurs plaques à côté de ces fameuses. Je suis heureux parce que en fait, dans sa démonstration, quand je vois le narratif en fait et puis l'argumentaire qui accompagne, je constate évidemment que ce n'est pas encore la solution. La Cour vient en fait pour évacuer une partie des dossiers, notamment qui sont en instance. Bon, mais la Cour ne vient pas pour régler, pour sécuriser le foncier. La Cour vient en fait pour dissuader et régler les urgences. Voilà. Bon, maintenant, il n'y a pas de ressort du Cour de sécuriser le foncier. Ce que nous voulons aujourd'hui pour le Bénin, c'est allons à la sécurisation foncière.
Et vous savez évidemment qu'on peut avoir le patrimoine de quelqu'un sur une carte à puce. C'est plus simple. Vous avez une parcelle, par exemple, à Manambouil. Non, c'est qu'il faut aller... sur les autorités administratives. Mais il faut aller au-delà de la Cour. Donc, parce qu'en fait, il faut interpeller l'ANDF, il faut interpeller aussi bien, les administrations décentralisées. Aussi bien l'ANDF que l'État central, les deux ont le souci d'aller à la sécurisation du foncier. Parce qu'en fait, vous et moi, là, si vous avez une parcelle, qu'est-ce que vous voulez? L'État garant qui doit vous sécuriser votre parcelle est incapable. Alors, est-ce que vous allez me dire que non, c'est parce qu'il y a l'ANDF, il y a l'État central? Quelles sont les mesures qu'on peut prendre pour sécuriser le foncier au Bénin, pour éviter le mal? Parce que le mal est toujours là, la mafia est toujours là. Mais une cour, ça vient pour régler, corriger. Les contentieux seront vidés, mais le mal, c'est un peu comme une machine qui fonctionne. Est-ce que la cour ne visera pas en même temps qu'on sécurise, qu'on règle les contentieux de l'heure, en même temps pour s'inspirer de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on a eu comme problème, projeter ce que vous êtes en train de faire? Oui, c'est pour ça que je dis qu'évidemment, c'est à nous de faire des propositions en fait, aux gouvernants, aux décideurs. Ils ne peuvent pas tout voir en fait. Ils n'ont pas un regard plus large, plus ouvert, plus panoramique sur l'ensemble des problèmes que les gens vivent. Vous savez que même ceux qui gagnent les procès concernant le foncier, ce n'est pas forcément ceux qui ont raison. Hein. Non, j'en connais. Moi, j'ai des gens qui ont été... Oui, c'est... Alors, donc, vous savez que le problème reste entier. Maintenant, il faut qu'on aille à la sécurisation. C'est en cela que j'ai dit qu'il y a une réforme qu'il faut engager. Une réforme profonde, en fait. Une réforme uniforme, une réforme égalitaire, mais une réforme pérenne. Et ça, il faut qu'on puisse consulter les experts en la matière. Et qu'on s'asseye pour dire maintenant au Bénin, nous voulons aller à la sécurisation du foncier. On a toujours réprimé. On a toujours vu les cas se multiplient. Parce que les zones qui étaient réputées être les zones de prédilection, en fait, c'était Alada, Aboubé Calavi, Toribo Cito. Il faut dire maintenant, c'est le grand nouveau, ou l'Ouémé, il faut dire l'Ouémé, l'Atlantique et le littoral. Bon. Donc, les citoyens ont le souci d'avoir de l'État une solution pérenne. La solution pérenne, c'est celle qui va garantir et sécuriser le foncier pour que le citoyen qui a la chance d'avoir une portion de terre puisse assurer que c'est sa propriété. Donc, c'est comment faire en sorte que le patrimoine soit sauvegardé pour que l'individu demain ne se retrouve pas devant la juridiction. La juridiction n'est pas... En fait, c'est en cas en fait, c'est l'exception qui conduit vers les juridictions. Parce qu'en principe, si on a mis les garde-fous, on doit pouvoir éviter ça. Aujourd'hui, vous avez vu que quand le président Talon est venu, il a engagé des réformes. Je salue, qu'on le veuille ou non, même si les gens ne l'apprécient pas trop, Toboula a démoli, les gens l'appellent. Alors, vous avez vu qu'on a libéré l'espace public. Aujourd'hui, mais Cotonou respire, beaucoup de villes respirent. Il n'y a pas que lui, les autres préfets sont entrés dans le même tunnel. Et aujourd'hui, on a vu que ceux qui ont occupé illégalement les espaces ont fini par se rétracter. Et ça a permis de libérer ce qui appartient à l'État. Et au niveau des mairies, c'est ce que vous avez fait, les plaques bleues. Le souci, c'est de libérer en fait les domaines qui appartiennent à l'État afin que l'État puisse engager des travaux. Écoutez, à Bouin-Calavi, par exemple, l'État a voulu construire un stade omnisport. On a demandé au maire, on a demandé aux conseillers, il n'y a pas d'espace. Mais c'est ça qui a soulevé tous les problèmes. Bon, j'apprends maintenant que finalement c'est l'ITA, on va dégager l'ITA et le domaine va abriter le terrain, le stade omnisport. Et puis la DBSU aussi, certainement, sera logée là, pour être plus proche du campus, afin que les étudiants puissent avoir leurs bourses et leurs secours plus facilement, faire les formalités. Bon, l'État a le souci de rapprocher en fait l'administration des administrés. C'est salutaire. Mais il y a le chef de l'État l'a évoqué la dernière fois. On veut construire un marché moderne à Godomé, mais il n'y a pas d'espace. Mais oui, voilà. Dans toutes les communes, pratiquement, il y a de l'espace pour construire les stades, mais à Calavi, on dit qu'il n'y a pas d'espace pour construire un stade omnisport. Écoutez, on fouille, on constate que les gens ont occupé légalement les domaines qui appartiennent à l'État. Ça veut dire que est-ce que la Cour est compétente pour régler ce problème? Non. Comment est-ce que nous allons pour sécuriser le foncier, pour que déroulement au Bénin, qu'on sache que ceci c'est le domaine de l'État, une propriété privée, et qu'il y a un mécanisme qui permet, écoutez, il y a un système en fait qui permet de sécuriser. Et ce système, même si vous voulez traficoter, mais il y a, surtout quand c'est le numérique, c'est difficile. C'est difficile. Vous avez vu quand les gens tentaient de trafiquer les passeports, mais ils sont en prison, hein. Ils sont en prison. Parce qu'on sait que pour avoir un passeport,
vous partez d'abord du CIP. Vous partez d'abord de l'enregistrement au RAVIP, au RAVIP, et vous allez au CIP, et du CIP, vous allez à la carte biométrique. Et c'est le couplage qui vous permet d'aller maintenant au passeport. Donc, on doit voir la traçabilité. Et c'est la même chose que je réclame. Je dis évidemment que notre État a bien fait. Mais ça m'a l'air d'un saupoudrage. Et que c'est un peu comme si nous ne sommes pas encore sortis des liens de la colonisation. Il y a le legs colonial qui pèse encore dans nos mentalités. Il faut que nous soyons plus créatifs si nous voulons aller à la sécurisation du foncier. Il faut qu'on aille maintenant, comme nous sommes à l'ère de la numérisation et de la dématérialisation, le Bénin peut être un pionnier dans le monde. Nous allons maintenant, je crois, à la création des cartes à puces avec le concours de l'ANDF et d'autres partenaires et d'autres experts pour sécuriser une fois pour de bon le foncier, afin d'éviter les conflits qui portent les citoyens vers les tribunaux, vers les juridictions. Bon, évidemment, quelqu'un me dira qu'il faut bien que les juridictions fonctionnent. Une fois, j'ai dit quelque part qu'à l'Assemblée, il faut qu'on fasse en sorte qu'on n'ait plus à recourir à la jurisprudence. On dit, mais la Cour constitutionnelle va fonctionner comment? Il faut lui offrir, il faut laisser une place toujours à la jurisprudence, on m'a dit. Donc, je crois, Julio, nos points de vue sont convergents. C'est qu'il y a une solution en urgence qui est trouvée par l'État, qui est la création de la Cour spéciale dédiée aux fonciers, mais cette solution a des limites, parce que ça ne sécurise pas dans la durée, en fait, le foncier. Or, nous devons aller à une solution pérenne, qui puisse permettre aux citoyens de pouvoir s'assurer qu'au Bénin, que lorsque vous avez une portion de terre qui vous appartient, c'est réellement votre patrimoine, et ça doit être enregistré dans une base de données, avec un système qui permet de contrôler. Si vous avez par exemple tout votre patrimoine, vous avez une parcelle à Parakou, une parcelle à Mananville, une parcelle à Porte-Novo, une autre à Djakotomé, je n'en sais rien, mais sur une carte, on peut avoir une carte à puce foncière, on peut avoir tout ça, tout le patrimoine foncier sur la carte à puce. Et quand on interroge en même temps là, vous pouvez même faire des opérations à la banque plus facilement. Mais donc, allons à la sécurisation du foncier. Pour aller à la sécurisation, oui, il aurait fallu que les citoyens... Non, l'État a commencé. En fait, il y a le cadastre, qui est le premier... J'ai parlé tout à l'heure de la responsabilité de l'État qui a tardé dans les travaux de cadrage, relevé d'état des lieux, lotissement, qui attend que les citoyens s'installent, créent tout, en fait tout, comme ils veulent avant d'intervenir. Et donc, c'est comme si on mettait la charrue avant les bœufs. L'autre chose, de la responsabilité des citoyens. Pour que ceci marche là, pour que le cadrage marche, il faut que le citoyen, d'accord, qui est présumé propriétaire ou bien qui est propriétaire du bien immobilier, puisse faire les formalités de constatation de tout ça. C'est là le problème. C'est-à-dire quoi? Vous êtes capable de mobiliser ou bien d'économiser toute votre vie 10 millions pour vous acheter une parcelle, mais vous n'êtes pas capable de mobiliser 500 000 ou 1 million pour accomplir les formalités. Vous avez pris toute votre vie, vous avez fait tontine. Vous cotisez 2 millions. Vous voulez acheter une parcelle, vous attendez, vous mettez dans une chambre avec quelqu'un qui vous dit cette parcelle-là seulement ça m'appartient et vous remettez en fait les sous et vous faites une convention de vente et après vous dites que c'est l'État qui ne fait pas son travail. Or, on a toujours dit, on a toujours demandé aux concitoyens, c'est là moi mon conseil, que lorsque vous voulez faire des transactions immobilières, M. Attali a dit tantôt, le vrai spécialiste en matière de transactions immobilières, c'est le notaire. Et aujourd'hui, la pratique, c'est quoi? Lorsque les gens vont vers le notaire, ils vous le diront, ils ont tendance à croire que le notaire leur complique trop la vie. Oh, ils demandent trop de choses. Et ils veulent faire en fait comme du fast-food en fait, d'une certaine façon. Comme on peut aller acheter du pain à la boulangerie, je donne l'argent, tout les conventions, et j'ai dit acheter. Mais c'est plus profond que ça. Donc, ils estiment. Sauf qu'ils font ça eux-mêmes. Oui, les législations, nos tests et règlements ont admis aussi la transaction foncière par acte ou ça privé. Mais pour le faire, il faut quand même avoir le minimum d'informations. Il y a ce qu'on appelle enquête commodo, incommodo, enquête sur pièce et enquête sur place. Vous ne pouvez pas, la personne qui veut vous vendre, la première chose c'est de vérifier au moins les documents de vous savez que dans ce pays-là, il y a des gens qui vous prennent, des gens qui veulent acheter parcelle. On les amène, on leur dit seulement ici, là c'est pour moi. Moi je viens un peu, ils donnent l'argent. C'est-à-dire quoi? On ne leur montre aucun document de preuve de ce que la parcelle leur appartient vraiment. Non, ici c'est pour moi, ici c'est pour mon père, ici c'est pour ma mère, elle est décédée, c'est moi l'héritier. Et on prend l'argent d'une certaine façon. Donc, on ne fait pas les enquêtes, on ne se préoccupe même pas de ce qu'on appelle les enquêtes sur pièce. Alors que même des fois, lorsque vous avez des enquêtes, vous avez des papiers de la personne, il faut donc des enquêtes sur place. C'est-à-dire quoi? Aller
vérifier la conformité de ces documents-là. C'est pourquoi les compulsions existent au niveau des mairies et à l'hygiène. L'hygiène s'est suspendue depuis quelque temps, mais vous pouvez toujours aller faire vérifier. Est-ce que ce document qu'on m'a présenté, est-ce que c'est conforme dans les registres fonciers, que celui-ci est véritablement propriétaire? Enquête, on parle même de cette des fois, enquête sur place, elle dit quoi? Allez dans la zone, la localité, si peut-être votre parcelle là, qu'on veut vendre, ça peut ne pas avoir de problème. Mais peut-être tout le monde peut avoir de problème. On a eu des contentieux ici où la moitié de toute une ville était objet de contentieux d'une certaine façon. Je me rappelle le cas Ouida avec le fameux procès le cas Haro. Il y en a aussi à Romé avec, comment dire, j'ai oublié un peu le nom. Donc, votre problème, votre parcelle peut ne pas avoir de problème. Mais le fait que les transactions continuent sur des parcelles, des domaines qui sont, comment dire, ils finiront par aller devant les juridictions, on travaille à creuser davantage, à creuser davantage, ou bien à construire davantage le fondement de ces problèmes-là, pour que véritablement on a... Donc, moi je dis, à côté de la réserve de l'État, il y a la responsabilité des citoyens. Le minimum, d'accord, de procédures, de règles auxquelles il faut se conformer, il le faut. Les gens ont vilipendé en fait une information pour dire, selon ce qu'on dit, pour dire, et pourquoi moi je suis très, comment dire, je suis très rigoureux sur ça. On ne peut pas, vous ne pouvez pas vendre ou acheter une parcelle ou un domaine qui n'a pas d'identité. C'est comme si vous achetez un véhicule qui n'a pas de numéro d'immatriculation, une moto qui n'a pas de numéro d'immatriculation, ou bien un portable qui n'a pas au moins un numéro de référence avec lequel on peut le répertorier. Et les gens ont vilipendé, soit disant que l'État a dit que jusqu'à août, oui, si vous ne faites pas titre foncier pour votre parcelle là, c'est que l'État va vous arracher ça. C'est complètement faux. Les autres de la NDF sont montés plusieurs fois sur le créneau pour démentir cela. On invite simplement les citoyens à accomplir le minimum de formalités qu'il faut avant de vendre ou avant d'acheter. Je pense que ça peut permettre d'avoir de circonscrire le mal. Et les gens les citoyens avaient cru à un moment donné, puisque ça existait, les questions d'enregistrement, de droit d'enregistrement étaient venues. Les gens pensaient que c'était une garantie fondamentale en fait pour les actes de propriété. C'est-à-dire quoi? Vous achetez votre convention, vous le faites enregistrer, vous payez les droits que vous devez payer. Les gens pensent qu'il y a comment dire, comme si c'est comme M. Francis Attal le disait, comme si il y a un répertoire numérique qui permet de sécuriser pour qu'on sache que telle parcelle est en votre nom, alors que ces parcelles qui sont identifiées, la plupart, ou bien la majorité, n'ont pas de numéro d'état des lieux, n'ont jamais été lotis, n'ont jamais été dans un plan cadastral. Comment l'État peut arriver à répertorier une parcelle ou un domaine qui visiblement n'existe pas? C'est ça. Mais je voudrais dire en fait à Tometti qu'il peut arriver que vous ayez des papiers propres. Hein, vous avez quelqu'un qui vous vend une parcelle, je crois, en 1959. En 64, vous voyez l'autre qui vous vend et puis c'est des papiers propres. C'est des papiers qui sont nickel. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous dites qu'il faut une parcelle à identité, l'identité, qui va faire l'identité? C'est l'État. C'est en cela qu'il faut qu'on trouve le mécanisme pour qu'on puisse identifier les parcelles. Le mécanisme existe aujourd'hui. Mais écoutez, non, il y a que... dans les zones urbaines, dans les zones loties, vous parlez encore des TF, Non, je ne parle pas des TF. Je ne veux pas au TF. Vous savez combien de temps on fait pour avoir un TF? Non, je ne veux pas au TF. Je ne veux pas au TF. Pour avoir une attestation de recasement dans les zones urbaines, dans les zones loties au Bénin, la formalité, c'est 2 mois. D'accord, je l'ai fait. Dans les zones non urbanisées, on requiert quoi? L'attestation de détention coutumière. Donc, on a mobilisé, d'accord, toutes les collectivités qui, c'est-à-dire la parcelle ou le domaine n'a pas d'identité. Il y a les comités, qu'on appelle les comités villageois de gestion foncière. C'est-à-dire quoi? Des autorités locales qui connaissent en fait l'historique. C'est-à-dire, lorsque vous achetez, vous les amenez, ils viennent voir, ils viennent faire ce qu'on appelle un constat sur PV pour vous assurer que, ah oui, cette parcelle-là, il n'y a aucun contentieux, il n'y a aucun litige autour. Vos mitoyens, tel que c'est fait, peut-être dans votre levée topographique, c'est respecté. Ils soumettent le dossier au niveau de la municipalité et avec la formalité, en 3 mois, normalement, vous faites délivrer une attestation de détention coutumière, c'est-à-dire pour les zones non loties. Donc, l'État a prévu les mécanismes, ne serait-ce que le minimum, d'accord, pour avoir et tout ça là, on l'appelle comment?
comment dire, titre de présomption de propriété. Donc c'est pourquoi le document fort qui vous donne l'entière propriété d'une parcelle ou d'un domaine, c'est le titre foncier. Mais en deçà de ça, vous pouvez avoir les autres actes qui vous sécurisent un tout petit peu. Dans la dématérialisation des droits de propriété au Bénin. Et je crois que ce sera la solution la meilleure. Voilà. Merci à vous. En tout cas, les autorités, je sais que tout le peuple béninois attend énormément de cette cour par rapport au regard de tout ce qu'il y a, de l'immensité des problèmes à régler sur l'ensemble du territoire national. De toutes les façons, la cour vient de commencer et c'est sûr, autant que nous sommes, peut-être les problèmes évoqués ici, les solutions sont déjà peut-être en réflexion aussi de l'autre côté de l'État, de l'exécutif. Nous attendons de voir de toutes les façons, on reconnaît l'État, tout le monde reconnaît la valeur, ce que représente la terre, la parcelle pour le Béninois, le vivre chez soi, le Béninois y tient beaucoup. Merci, nous aurons le temps en tout cas, peut-être d'ici 3 mois, 4 mois, 6 mois plus, la Cour aura nous fait déposer un premier rapport qu'on aura apprécié, pourquoi pas, de ce qui a été fait. Nous aurons à l'exécutif. Oui, le rapport à l'exécutif, on aura le temps de commenter. Nous allons parler à présent de ce réagissement du portefeuille ministériel intervenu la semaine dernière. Le président de la République a procédé donc à un réagissement du portefeuille ministériel. Le ministère des Affaires étrangères s'est vu amputé de la coopération. C'est désormais ministère en charge des Affaires étrangères. La coopération est allée de l'autre côté du ministère des Finances. Un réaménagement qui a suscité beaucoup de réactions, d'interrogations. Il y en a qui sont allés dire, jusqu'à dire que le ministre Aurélien Agbenossi s'est vu amputer une partie de son département. Julio, partagez-vous cette vision ou c'est dans l'optique de donner beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus d'efficacité à tout ce que nous avons comme coopération aujourd'hui, que le chef de l'État a procédé à ces réajustements? Moi, je me pose toujours, je suis tout dans l'interrogation, comme vous le dites tantôt. Je suis dans l'interrogation parce que je me demande si on en est arrivé là. Pour moi, c'est deux choses. Est-ce que le ministre Agbenossi aurait peut-être, d'une certaine façon, n'aurait pas bien accompli sa tâche? C'est-à-dire, quelle a été l'évaluation qui a été faite de sa mission, notamment de coopération au bout de ces 7 ans? Ou bien, est-ce qu'il y a de nouveaux défis ou bien de nouvelles perspectives en matière de coopération pour lesquelles peut-être le ministre n'est pas forcément trop éligible? Je me pose la question parce que si on a dû lui amputer cela, comme vous le dites, c'est que forcément c'est parti d'un diagnostic. Donc je m'arrête là. Donc pour me poser la question de savoir quel a été le diagnostic qui a été fait, je ne dis pas qu'est-ce qu'on reproche au ministre Agbenossi, mais quelle a été l'évaluation qu'on a fait du travail de l'œuvre de coopération au bout de cette année. La deuxième interrogation, c'est pourquoi avoir conféré maintenant la coopération au ministère des Finances. J'ai cherché, comme quelqu'un le dit, je n'avais pas trouvé le lien. J'ai cherché un peu aussi dans la sous-région, je n'ai pas trouvé en fait cette forme d'arrimage en fait finance, économie et coopération. Je n'en ai pas vu. Peut-être que je n'ai pas été au fond ou bien peut-être il reste à chercher, mais juste là, dans la sous-région africaine, je n'en ai pas encore vu. Donc je me pose la question qui dit quelle est peut-être la donc peut-être en cherchant les réponses, peut-être les réponses ne peuvent, peut-être comme vous le dites si bien, peut-être au plan politique. Mais l'autre question, c'est est-ce que peut-être la coopération serait devenue peut-être un défi assez moindre, d'accord, pour lequel il n'y a pas besoin d'être mis en lumière. Parce que finalement, dans notre architecture, le mot coopération a disparu. Le mot coopération a disparu. C'est-à-dire, ça a quitté le ministère des Affaires étrangères, ça a quitté la dénomination, mais ça n'a pas pu, on n'a pas pu trouver la formule. On n'a pas greffé. On n'a pas trouvé pour la greffer. Si on devait la greffer même, je me demande comment cela aurait pu. Donc, l'autre question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que, bon, la coopération
pour nous aujourd'hui, n'est plus un défi majeur. Et bon, on peut l'arrimer peut-être, ou bien on peut le mettre ensemble, l'enjoindre à quelques ministères que ce soit. Et donc, comme je le disais tantôt, je reste toujours dans l'interrogation. Dans l'interrogation. Restez-vous dans l'interrogation autant que les autres, M. Tadé, où il faut forcément donner une certaine efficacité à la coopération, parce qu'il y a le Bénin qui est placé aujourd'hui, qui est sur orbite, est en vue. Donc il faut fédérer, rentabiliser tout ce qu'il y a comme coopération. Surtout, quand on parle de coopération, finalement, il y a des questions d'argent, de prêts, de finances qui interviennent. Est-ce que vous faites la même lecture? Oui, je crois évidemment que c'est pour les besoins d'efficacité, de résultats que le chef d'État a décidé de procéder à un réajustement du portefeuille. Parce que vous savez évidemment que Aurélien Guédossi ne faisait rien dans la coopération sans le ministre des Finances. Le ministre des Finances. Ouais. Vous les avez vus, par exemple, même à la COP 27, ensemble en novembre 2022. Vous avez vu que tout récemment, il y a eu un balai de délégations qui sont venues. En fait, il y a eu d'abord la délégation chinoise qui est venue, qui a été reçue, parce qu'en fait, ils sont venus voir ce qui se passe ici. Ils sont allés à la zone industrielle de Glodjigbe. Vous avez vu les Saoudiens qui sont venus. Il y a une coopération qui est en marche. Il faut voir la diplomatie béninoise. Et puis, il y a la dimension économique de la coopération. Il y a des flux financiers. En fait, comment est-ce pour capter cette manne financière? Or, il se fait évidemment que vous savez que le jeune ministre Wadaï a donné la preuve de sa capacité à lever les fonds à l'international, mais aussi, c'est un bon manager. Je crois que le chef de l'État, peut-être parce qu'au-delà de tout, dans les rencontres, il y a des retours qui lui viennent par rapport à chaque ministre. Il a estimé que ce jeune ministre est capable d'animer, parce qu'il vaut mieux concentrer le volet de coopération, en fait, qui prend en compte notamment la dimension économique du développement à M. Wadaï pour qu'il soit plus efficient, plus efficace, plus opérationnel, afin que nous ayons les ressources qu'il faut pour financer notre PAG 2021-2026. Vous savez évidemment qu'à Bénossi, en fait, il est rentré d'un voyage quand il a reçu l'information que désormais, et puis il a siégé en conseil ministre le 5. N'oubliez pas qu'il a été nommé ministre des Affaires étrangères de la coopération un 6 avril 2016 et c'est un 5 avril 2023 que, bon, on lui ampute un département, en fait, un portefeuille important, le portefeuille de la coopération. Et la coopération, écoutez, c'est le développement. C'est le développement parce que c'est les grandes ceintures, c'est dans le cadre de la coopération. Et la gestion du souffle. Et vous savez évidemment que nous sommes conscients, vous et moi sommes conscients que l'aide au développement ne fait pas le développement, que c'est les investissements étrangers, directs étrangers, qui permettent de faire le développement. Et à ce titre, on a vu le ministre Wadaï à l'opérationnel, et qui a même été décerné, il a été distingué comme un des meilleurs ministres des Finances de l'UEMOA. Donc je trouve que le chef de l'État, en fait, c'est que le président Patrice Talon, il n'a pas le langage trop diplomatique. C'est quelqu'un qui est un pragmatique, il est comme un Américain, il a besoin des résultats et comme une équipe gouvernementale, c'est lui le manager, le maître d'orchestre. Il distribue les rôles à qui il veut en fonction des résultats attendus, en fonction évidemment de la compétence, de la qualité, du profil de celui qu'il a en face, parce que lui, il veut aller très vite. Il veut que nous rêvons grand et que le Bénin puisse, au bout de quelques années, être un exemple modèle pour l'Afrique de l'Ouest et pourquoi pas pour l'Afrique tout entière. Donc, dans ce cadre, il est normal qu'au niveau de la coopération, qu'il ait eu la volonté, le besoin de prendre ce département parce que peut-être qu'il y a de la torpeur, il n'y a peut-être pas trop des résultats attendus. Mais ce qui contraste avec ce qui s'est passé, c'est que le 13 mars, au détour d'une conférence, conférence de presse conjointe avec Bazoum, Bazoum, il disait que non, mais les chevaliers, ils sont toujours méritants, il ne veut pas d'eux qu'ils soient des anges, mais que alors, ils font du mieux qu'ils peuvent avec le talent qui est le leur, mais que subitement, il trouve qu'il faut amputer en fait, un département et renforcer en fait, le portefeuille du ministre Wadaï. C'est parce qu'il a le souci des résultats. Vous avez vu, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Ce désir de réajustement est venu plusieurs fois au niveau des anciens présidents. Vous avez vu sous Kérékou, je vais vous conter une petite histoire. Le ministre secrétaire Lazare a reçu un coup de fil. Puis bon, c'est le président Kérékou, ça doit être dans la nuit ou vers 22h, 23h. Il reçoit un coup de fil, il dit, mais vous êtes ministre? Il dit, oui. Vous êtes ministre de quoi? Il dit, mais ministre de l'industrie et du commerce. Vous faites quoi là-bas? Il dit, non, mais nous transformons et nous vendons. Vous vendez quoi? Le coton. Mais qui produit le coton?
Il dit que c'est la Sonapra. Mais la Sonapra est où? Il dit que mais c'est au ministère de l'Agriculture. Vous ne pouvez pas produire, transformer et vendre, mais introduisez en fait une communication en conseil ministre pour prendre ce portefeuille-là et vous allez vous en occuper. Mais il se fait évidemment que Nata Théophile est pratiquement la même région que le président et Alors Lazare Sékou-Touré qui est très intelligent, s'est approché de Nata pour dire mais écoutez, il y a eu une proposition qui m'a été faite, qu'est-ce que tu en penses? Donc il dit non mais écoutez, fais comme il t'a dit. Alors Lazare va voir le ministre du Plan, le Baobab, Amosso Bruno, il dit mais écoutez, il y a eu telle proposition, qu'est-ce qu'il fait? Ah, quelques instants après, l'autre rentre, il dit mais Lazare, fais comme il t'a dit. Alors Lazare sort et puis il convoque Moudjaïdou qui était ministre, je crois, il était à l'époque directeur du commerce intérieur, et puis construit son cabinet, il dit mais il y a une urgence, réfléchissons pour produire parce que le conseil des ministres c'est dans la semaine. Nous devons déposer une communication pour dire que nous prenons le portefeuille de la Sonapra et nous transférons ça au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce. Mais ils ont trouvé une formule à la fin pour ne pas aller très vite comme quelqu'un l'aurait souhaité, quelqu'un était fâché, mais par la suite il a provoqué, il a fait un remaniement. C'est comme ça que Lazare Sékou-Touré a quitté l'industrie et le commerce pour venir à l'agriculture. Ce qui a suivi, le premier opérateur qu'il a reçu, c'était l'homme de Kélékou. Donc, ça veut dire que les acteurs politiques, les présidents de la République, ne sont pas dans l'économie, évidemment, de tout ce qui s'est passé là. Peut-être que le chef de l'État, Talon, a quelques secrets qu'il ne garde pas devant lui. Absolument. Et c'est ça qui fait qu'il a procédé à ce réajustement. Oui, en conclusion, nous sommes pratiquement à la fin. Nous avons moins de 3 minutes. En conclusion, par rapport à ces... oui, je dirais que M. Attadi a répondu à l'une de mes interrogations. Et donc, je dis certainement, en raison des défis actuels et à venir, ou bien des perspectives, peut-être que le ministre... comment dire, Agbenoshi n'était plus trop éligible, ou n'était plus trop apte d'une certaine façon à assumer en fait la responsabilité. Et bon, je pense que d'une certaine manière, le chef de l'État essaie droit dans ses bottes d'une certaine façon. Parce qu'en fait, on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. L'équipe n'a pas été changée, c'est un réménage de l'intérieur. Personne n'est sorti. D'autres personnes qui n'influent d'ailleurs même pas sur ça veut dire qu'il continue de reconnaître des qualités à ses collaborateurs. Et c'est lui qui peut-être appuie sur des boutons réaménagés à l'interne pour que, comment dire, le travail soit le mieux productif. Mais mes interrogations continuent de rester parce qu'en fait, si on tient compte de l'argument de M. Attadi, vous voyez, on verra le ministre de l'économie et des finances partout. On le verra à la défense, on le verra à l'agriculture, on le verra à l'industrie et au commerce, on le verra partout. Parce que, justement, le ministre de l'économie et des finances est au centre de tout. Parce que, justement, dans notre communauté, vous le savez, quand on finit de faire les discussions les signatures, de fonds, non, on se dit, mais comment on va financer ça? Qui va donner l'argent? C'est comme dans nos familles. Vous faites une réunion, finalement on dit, bon, voilà, on a décidé. Comment on va trouver l'argent? Il faut se tourner vers celui qui est apte quand même à faire tout ça. De sorte que je me dis, est-ce que cet argument-là n'expose pas peut-être dangereusement l'ego du ministre, parce que si on veut faire un truc là, on le verra un peu partout. Dans chaque département ministériel, il pourrait avoir sa place. Oui, mais ça il faut dire que le ministre des Finances était toujours partout parce que, évidemment, avant que le budget n'aille à l'Assemblée, il y a ce qu'on appelle l'arbitrage budgétaire. Donc, tous les ministres défilent devant lui. Et puis, bon, il tranche. Et c'est quand il finit de mettre tout en forme qu'il envoie là-bas. Même quand les fonds sont disponibles, il faut qu'il télécharge votre département. Sinon vous n'avez pas les crédits. Donc, il est toujours au cœur de toute l'activité gouvernementale. De toute façon, nous observons, nous attendons d'observer l'évolution des choses, c'est vrai, signature, coopération, affaires étrangères, il faut gérer le flux financier, maintenant c'est le ministère des Finances, puisque nous avons vu plusieurs projets électricité, quand on parle de flux, il y en a qui sont logés au ministère des Finances et de l'économie, autant c'est beaucoup plus, certainement beaucoup plus d'efficacité, puisque le chef de l'État, comme il en a l'habitude de le dire, il ne fait rien au hasard, il ne fait rien sans prévenir. Nous allons observer les deux sujets abordés aujourd'hui, cours de gestion des affaires spéciales et puis coopération de l'eau qui va désormais aux finances. Nous aurons le temps d'observer, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Ainsi prend fin le grand soir de ce jour. Ça se discute. Merci de votre aimable attention. Vous qui nous suivez sur l'ensemble de nos canaux digitaux, demain, dès qu'il sonnera 18h30, on se retrouve.